bonjour à tous. Le thème de cette rencontre, il est simple, c'est l'axe Indo-Pacifique comme opportunité de développement et de rayonnement. Finalement, ce thème pose le cadre de la réflexion que vous allez mener durant ces journées des assises de l'économie maritime Indo-Pacifique. Durant ces journées, vous allez en effet évoquer les axes de développement, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce qu'il convient de faire. Vous allez échanger, et vous l'avez déjà fait depuis ce matin, vos expériences, vos connaissances, vos projets, vos ambitions et vos espérances. Et tout ça à l'aune de cette grande opportunité qu'est l'Indo-Pacifique. Il y a longtemps, lorsque j'étais au lycée, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XXe siècle, on apprenait en géographie que l'avenir se dessinerait non plus dans le bassin méditerranéen, ni même dans l'Atlantique, mais dans le Pacifique. Et aujourd'hui, force est de constater que nous y sommes. La montée en puissance politique, territoriale et surtout économique de la Chine, avec, entre autres, les nouvelles routes de la soie, couplées avec l'émergence de l'Inde, ont fait basculer le centre de gravité économique et politique du monde de l'Atlantique au Pacifique. Nous pourrions dire trivialement que maintenant, c'est ici que ça se passe. N'omettons pas d'indiquer que l'Indo-Pacifique, c'est aussi et surtout une nouvelle vision stratégique du monde, le lieu et l'espace de visions idéologiques, sinon opposées, en tous les cas divergentes. L'Indo-Pacifique telle que nous la concevons est la réponse aux visées chinoises dont on sent les effets dans notre région même. La voix de la France dans l'Indo-Pacifique s'entend de Djibouti à Papeete et la Calédonie en est un des porte-paroles. De ce fait, au travers de ces collectivités d'outre-mer et des zones économiques exclusives qui leur sont propres, la France est donc pleinement une puissance indo-pacifique. Et dans cet ensemble, nous y sommes, nous, la Nouvelle-Calédonie, porteuse même de grands espoirs, comme l'a répété Emmanuel Macron lors de son discours « Place des Cocotiers ». Ces espoirs, comment devons-nous les concrétiser? Comment devons-nous assumer la responsabilité de prendre notre part dans le rayonnement de l'axe Indo-Pacifique? Voilà les questions qu'il nous faut nous poser. L'axe Indo-Pacifique comme opportunité de développement et de rayonnement. Pour nous apporter leurs commentaires et leurs éclairages, sont donc avec nous Mme Véronique Roger-Lacan, ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique, Mme Annelise Young, consul général d'Australie, Monsieur Jonathan Austin, directeur de la région Pacifique au ministère néo-zélandais des Affaires étrangères, et le général Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous d'animer nos travaux et lançons les débats par une question évidemment quelque peu générale et que je lance à la cantonade. L'Indo-Pacifique comme opportunité de développement et de rayonnement, est-ce que l'on part d'une feuille blanche? Voilà une question qui est simple et je vais y répondre très simplement en étant très franche. Ça fait une semaine que je suis là. C'est la première fois de ma vie que je suis dans le Pacifique, la première fois de ma vie que je suis en Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que c'est un nouveau terrain de jeu? L'Indo-Pacifique, c'est votre question, n'est-ce pas? Ça, de tout temps, l'ancienneté déjà de notre présence, de nos présences à tous, montre que ce n'est pas un terrain nouveau. Le fait que 60% du commerce mondial se tienne dans la zone Indo-Pacifique, que 60% de la population mondiale dans quelques années sera dans l'Indo-Pacifique et que la plupart des échanges se font dans cette zone montrent que ce n'est pas en 10 ans que tout cela s'est créé. Et moi, je vous parlerai juste du Pacifique parce que je suis ambassadrice pour le Pacifique. Mon collègue Marc Abinsour, qui est à Paris, ambassadeur pour l'Indo-Pacifique, m'a gentiment missionné ici. Mais je crois que c'est de toute façon une mer, un océan d'opportunités, parce que en tant que multilatéraliste, donc ambassadrice auparavant auprès de l'UNESCO et dans les systèmes des Nations Unies, on se rend compte qu'un État, une voix, Niue, 1600 habitants, la Chine,
autant de fois plus, ça compte la même voix aux Nations Unies. Et dans ce monde dans lequel on est en train d'assister à une remise en cause des normes internationales définies dans l'ordre de 1945, on se rend compte à quel point, d'une part, chacun de ces États a droit à sa voix au chapitre et a droit à ne pas être influencé par l'une ou l'autre des puissances et a droit à sa liberté de navigation, sa liberté de penser, sa liberté de s'exprimer dans toutes ces enceintes et dans le concert international. Je vais peut-être demander à nos invités australiens et néo-zélandais de nous donner leur vision australienne et néo-zélandaise de l'Indo-Pacifique. Madame la consul générale. Ok, merci beaucoup. Pour nous, l'objectif avec notre stratégie Indo-Pacifique, c'est de s'assurer qu'on habite dans une région où on voulait l'être. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on habite dans une région au pays, Pacifique, où tous les pays ont le droit de faire leur propre choix, où il y a les règles de droit international qui sont suivies, où il y a les libres commerces. Tout ça c'est notre vision d'un Indo-Pacifique où on aimerait bien habiter. Et donc, notre stratégie, c'est de s'assurer de cela. Et on voulait voir aucun changement unilatéral au status quo. Comment on fait ça? On fait ça avec notre stratégie, qui est bien sûr une mélange sur plusieurs leviers. Bien sûr, il y a la piste diplomatique, il y a la piste de l'aide au développement. 22 de nos 26 voisins plus proches sont des pays en voie de développement. Mais on le fait aussi à travers la déterrence militaire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Austin. Well, thank you, and pardon-moi, je n'ai parlé français, so I will try in English, and hopefully you can understand. First of all, welcome to the Pacific, and it's great that France has made the decision to have you based here. It's a wonderful development. I think you've both set out clearly the importance of the Indo-Pacific as the sort of center for world trade, for the center for geopolitics. And I think you've also set out why it's important to France, to New Zealand, to Australia, why this is a free and an open Indo-Pacific where countries get to make their own choices. They're not sort of subject to pressure from larger countries. But I think the challenge for us in the Pacific is whether we think of ourselves as part of the Indo-Pacific or as part of the Pacific. Because for many in the Pacific, and you will hear from other Pacific countries who will say, you know, what is this Indo-Pacific? Does it include us, or is this actually about the Asia-Pacific? Is this just a reframing of the Asia-Pacific? Because for us here in the Pacific, which is where we all are, many of these things are maybe not quite so relevant to the Pacific. So for New Zealand, yes, we have an Indo-Pacific approach. We understand that terminology. It's something ASEAN uses. But we have separately a Pacific approach, which is about what our priorities are in the Pacific and how we best support the Pacific to manage its own development. There's a really important role for France, for New Caledonia, French Polynesia in that Pacific strategy, and I look forward to talking more about it. But that's, I think for us in this room, we have to think about, okay, yes, there's an Indo-Pacific strategy, but we're actually in the Pacific. So what does our Pacific strategy look like as part of that? Alors en complément, peut-être pour revenir sur la question initiale, partons d'une feuille blanche. Non, évidemment, ne serait-ce que par notre présence depuis 150 ans dans la zone, de la Réunion jusqu'à la Polynésie, par une présence militaire qui existait bien avant qu'on commence à parler d'Indo-Pacifique. C'est aujourd'hui
et ça peut changer, ça va évoluer, je ne veux pas spolier les questions à venir. C'est 7000 hommes en permanence qui œuvrent dans la région, 7000 soldats, c'est donc de la Réunion jusqu'à la Polynésie. C'est des moyens considérables. C'est aussi des bâtiments pour la Marine nationale qui, pour certains, ont un certain âge, ce qui donne aussi de la profondeur à notre présence, puisque si on pense à les renouveler, c'est qu'on était là déjà depuis longtemps et qu'on ne s'intéresse pas à la zone que depuis qu'un voisin turbulent vient nous challenger. Donc voilà, la présence française sur la durée illustre parfaitement le fait qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Par ailleurs, on a des exercices qui se déroulent dans la région Pacifique, mais aussi vrai pour l'océan Indien depuis une vingtaine d'années. Je pense à Croix du Sud, par exemple. Donc là non plus, on n'a pas attendu de parler de réchauffement climatique au niveau international ou de compétition des grands acteurs d'enjeux globaux pour pouvoir monter des exercices, y faire participer nos camarades de la région. On fait partie des contributeurs significatifs aux actions de souveraineté sur les pêches à travers la FFA, la Forum Fishery Agency, depuis une vingtaine d'années également. Donc nous ne partons pas de zéro, on a déjà une antériorité et une expérience dans la zone qui légitime ce qu'on veut faire pour l'avenir. Merci, mon général. Je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Austin sur l'Océanie et l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est effectivement une notion dont on parle depuis le milieu des années 80, sans que l'on ait vraiment défini ce que pouvait être l'Indo-Pacifique. En revanche, l'Océanie, on sait ce que c'est. Donc, comment arriver à concilier notre positionnement océanien, notre vie dans l'Océanie, le développement et le rayonnement que l'on peut avoir dans l'Océanie, et l'Indo-Pacifique? Stratégie plus globale, tout à l'heure je parlais d'idéologie, l'Indo-Pacifique existe, ou en tous les cas on veut la faire exister, à cause de l'influence chinoise. Donc nous, les Océaniens, quelles peuvent être notre façon de rayonner et, entre parenthèses, de contrer l'influence chinoise? Qui veut répondre? I'm sorry. Sorry, just waiting for the very good translation to finish. Well, as I said earlier, I think for many in the Pacific, the challenges of the Pacific and the Pacific's own priorities are a little bit different from the Indo-Pacific. Maybe it's a subset. I think for many Pacific countries, they see the talk of the Indo-Pacific as something which doesn't involve them, or it involves a competition between major powers. I think for New Zealand, we can have an Indo-Pacific approach, but within that sits a separate Pacific approach. Maybe it's like a subset. So for the Pacific itself, it's very clear what the priorities are. It's set out in the region's 2050 strategy. The members of the Pacific Island Forum, which includes New Caledonia and French Polynesia, have both worked very hard to develop this 2050 strategy. It's the region's own plan for the future, and it reflects Pacific priorities. So those priorities are less about geostrategic competition and more about climate change and the effects of it. They're more about how do countries make progress on the Millennium Development Goals? You know, how do we improve health and education? So these are sort of different priorities, I think, from the broader Indo-Pacific. But it's also true that this region has not escaped geostrategic competition, and as the general has said, you know, we face a very real competition in the region, particularly from China and Chinese influence. So we do need to think about how we all in the region, how we respond to that. And clearly, again, France and New Caledonia, French Polynesia have a very strong and important role to play, and have done, as you said, for 150 years. So the challenges of the Indo-Pacific do intrude on the Pacific, but for the Pacific, I think you come back to the Pacific's own priorities. Merci. J'y vais?
Oui. Je crois qu'il faut, sur ces questions de stratégie indo-pacifique, il y a deux éléments. Il y a le fait que ces stratégies aient finalement été adoptées, stampelisées, comme on dit au ministère des Armées, négociées en interministériel, en européen, et que beaucoup d'États membres des Nations Unies maintenant aient adopté une stratégie indo-pacifique. Mais en réalité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est une politique étrangère qui existe depuis longtemps. Et ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui on la présente comme une stratégie centrée sur un acteur turbulent ou un acteur perturbateur ou un acteur avec lequel on se met en concurrence. Et en réalité, il y a une quinzaine, voire vingtaine d'années, c'était déjà pensé comme ça en termes d'opportunités de coopération et de diversification de nos axes de politique étrangère. Parce qu'on était très, pour la France, centré sur l'Afrique, on était très occupé par l'Afghanistan, très occupé par tous ces conflits, et qu'on on a réalisé qu'il y avait une zone qui était une zone d'opportunité dans le Pacifique, et aussi des zones avec lesquelles on pouvait créer des partenariats entre l'Inde, l'Australie, la France par exemple, pour parler de nous, ou entre l'Inde, les Émirats arabes unis, la France. Et donc plutôt une réflexion qui nous sorte aussi, en ce qui concerne la France, de l'enceinte du Conseil de sécurité, où on était enfermé avec justement Chine, Royaume-Uni, États-Unis et Russie. Et donc avoir un parcours de politique étrangère, parcourir le monde avec beaucoup plus d'opportunités. Et petit à petit, c'est devenu, on a finalement découvert à qui on avait affaire, et encore j'insiste un petit peu sur les îles du Pacifique, qui ont été assez, elles le disent elles-mêmes, pendant assez longtemps, on comptait comme une portion congrue de la politique étrangère, mais on voit bien, en tout cas des politiques étrangères européennes ou autres, pas les vôtres certainement, et on voit bien à quel point elles sont montées en puissance dans les enceintes onusiennes et multilatérales, en tant que forum des petites îles en développement avec la Caraïbe et le Pacifique, et à quel point, comme elles sont montées en puissance comme ça, elles ont été courtisées par les uns et par les autres, précisément par ces 5 États membres du Conseil de sécurité, et que c'est un réservoir de voix, certes, pour faire avancer le monde dans l'ordre international de 1945, parce qu'on n'a pas envie de suivre ce que le président Poutine a déclaré en 2014 à Valdai, qui était soit on change de normes, soit on abandonne les normes. On va vivre dans un monde dont on change les normes, ou alors il n'y aura pas de normes. Donc il a montré qu'il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, on voit qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas travailler avec M. Poutine, mais la Chine agit de manière différente, c'est-à-dire qu'elle utilise les normes pour les faire évoluer dans son sens. Donc on peut jouer avec elle. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le disrupteur du monde qu'est aujourd'hui la Russie. Et c'est donc en ce sens-là aussi que l'Indo-Pacifique et le Pacifique plus précisément sont des laboratoires des relations internationales, du multilatéralisme, pour faire respecter, dans l'océan, la liberté de navigation, et 2, les principes de liberté qui sont les principes fondamentaux du système des Nations Unies. Et Anne-Lise dit bien à quel point c'est la base de nos actions dans ce monde. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans cette stratégie indo-pacifique, il faut mettre en place des coopérations. Le général l'évoquait tout à l'heure, il y a des coopérations militaires qui existent dans notre région. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et sinon, lesquelles faudrait-il mettre en place, créer? Alors, il y a évidemment des coopérations militaires, mais qui ne servent pas que des buts purement militaires. Au cœur de la stratégie indo-pacifique, il y a d'abord des sujets de souveraineté pour la France. Et cette souveraineté, elle s'appuie d'abord sur les forces
qui sont présentes sur nos territoires, mais elle s'appuie aussi sur des renforts, des flux qui pourraient venir de notre métropole, ou la sécurisation de ces flux. Elle ne s'adresse pas qu'au territoire lui-même. Donc raisonner Océanie, pour revenir sur la première question, sans raisonner Indo-Pacifique, c'est aujourd'hui, dans un monde globalisé, c'est un non-sens. C'est des flux maritimes permanents, c'est des câbles sous-marins qu'il faut protéger. C'est aussi des enjeux qui dépassent l'Océanie. Quand on a la moitié de la population mondiale, si on s'intéresse à la Chine, l'Inde, Malaisie, Indonésie, qui est en croissance, qui aura un besoin de protéines, qui va encore grossir, on ne peut pas imaginer que ça ne touchera pas très directement l'ensemble de l'Océanie. Donc c'est des sujets qui doivent être raisonnés dans leur ensemble Indo-Pacifique parce qu'ils auront un impact direct sur l'Océanie. Ensuite, sur les forums qui existent, ils sont nombreux dans la région. J'ai un peu plus d'antériorité que Madame l'ambassadrice, mais même avec 3 mois de présence, je ne les maîtrise pas encore tous. Ils ne sont pas forcément tous d'enjeux militaires, ils sont sécuritaires pour partie, mais sécuritaires au sens souveraineté de chacun de ces États. Parce que pour commencer à comprendre, en tout cas mieux que ce que j'avais pu le travailler avant d'arriver ici, il y a une vraie envie de préserver sa souveraineté de chacun des États, qu'ils soient les gros au sud ou nos petits voisins au nord, petits en termes de surface territoriale terrestre. Évidemment, si on parle d'enjeux maritimes, ils sont bien plus considérables. Et donc, ça ne peut se faire qu'à travers des coopérations qui dépassent le cadre purement militaire. D'ailleurs, une bonne partie d'entre eux n'ont même pas d'armée. Ils ont des forces de police qui sont souvent assez réduites. Donc ça dépasse ce cadre purement militaire. On travaille évidemment avec l'ensemble d'entre eux, mais pas uniquement sur des sujets militaires, souvent sur des sujets de sécurité maritime. On a aujourd'hui, on termine une semaine où on a accompagné certains de nos voisins dans des formations sur l'intervention sur feu, sur bâtiments de la marine. Donc c'est des compétences que nous détenons en tant que force armée, mais que nous mettons aussi à profit pour des forces qui ne sont pas militaires et nos partenaires ne le sont pas forcément en face. Donc on travaille aussi avec des forces de police et autres. Les forums sont très nombreux. Et il ne faut pas se limiter à une vision très, très caricaturale d'une alliance militaire face à une Chine qui viendrait nous chatouiller. Aujourd'hui, on est dans cette région essentiellement quand même focalisé sur des sujets de souveraineté et de souveraineté autour des sujets de pêche, bientôt de fonds marins, puisque ça a été évoqué lors des discours d'introduction. Je pense que ça deviendra un enjeu assez rapidement. Merci. Je suis ravie que vous avez posé cette question parce que l'Australie, on croit que la Nouvelle-Calédonie a une forte potentiel d'être un vrai acteur clé dans la région. Et je voudrais parler de trois façons dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie le fait déjà et pourrait même plus le faire, y compris en partenariat avec l'Australie. Et pourquoi est-ce que la Calédonie a tellement d'atouts? Déjà, c'est l'île dans le Pacifique avec le 3e PIB plus élevé après l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a un peuple très éduqué. C'est une grande île. C'est bien placé. Vous avez un militaire. Vous avez plein d'atouts. Et oui, je voudrais aborder 3 façons dans lesquelles on travaille ensemble. Tout premièrement, c'est avec l'État français dans la région. L'Australie et l'État, on a pas mal de coopération en matière de défense. Comme a dit le général, on fait beaucoup d'exercices ensemble. Il y a Croix du Sud, l'exercice La Pérouse. On est partenaire avec la Nouvelle-Zélande en France. On est des répondeurs premiers, toujours dans le Pacifique en cas d'urgence. On a aussi pas mal de travail avec l'AFD qui démarre. On est fiers d'être donateur à l'initiative Kiwa, qui fait des investissements dans notre région pour lutter contre le changement climatique. Et c'est une initiative qui est menée par la France, par l'AFD.
on est aussi en train de signer une lettre d'intention pour qu'on puisse investir dans des grands projets de l'infrastructure dans la région, avec l'Australie et la France, dans d'autres pays où il y en a besoin. Donc déjà, ça c'est le première piste qu'on voit, c'est la collaboration avec la France. Deuxièmement, c'est la collaboration avec la Nouvelle-Calédonie à travers le FIP, c'est le Forum des îles du Pacifique. Comme a dit Véronique, c'était peut-être Jonathan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande est membre entière, comme la Calédonie et la Polynésie française. Pour nous, c'est vraiment le centre économique et politique de notre région. Comme a dit très bien Jonathan, cette forum est très clair avec ses priorités et nous, on écoute. On est dedans, on est des peuples océaniens et on veut bien soutenir les priorités de notre région. Et ces priorités ont été bien déclarées dans la déclaration de Boy, qui a noté que la plus grande menace auquel on fait face dans notre région, c'est le changement climatique. Et c'est pour ça que l'Australie prend plusieurs mesures de lutter contre le changement climatique. Et on espère qu'on va accueillir en partenariat avec les îles du Pacifique un COP, le COP 31, c'est une conférence auprès de l'ONU sur le thème du changement climatique et on a proposé d'accueillir dans la région en partenariat avec la région. Pour nous, ce concept de la régionalisme, ça nous rend plus fortes. Le Forum a toujours dit qu'on est plus forte si on travaille ensemble et ils ont déclaré que la sécurité de notre région doit être trouvée ici, dans notre région, parmi nous. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Au final, troisième point, c'est les occasions qui existent au niveau économique pour travailler ensemble, pour faire partie des chaînes d'approvisionnement pour les batteries. La Nouvelle-Calédonie dispose de beaucoup de nickel, un tiers ou un quart du nickel mondial, comme vous savez très bien. L'Australie a 2 entreprises qui s'intéressent à faire des partenariats à long terme avec le caillou, justement pour qu'on puisse travailler ensemble pour faire des batteries pour les véhicules électriques, pour qu'on puisse faire tous partie de la transition vers l'énergie verte. Ce sont les 3 pistes où je pense on pourrait former des forts partenariats avec la Calédonie dans la région. D'évoquer ce point, parce que jusqu'à présent, en matière de stratégie indo-pacifique et de développement et de rayonnement, vous parlez surtout de militaires, de sécurité. Alors, les forces armées sont aussi un agent économique, en général. Mais justement, comment ouvrir ce champ sur le développement économique, et notamment pour la Nouvelle-Calédonie? Comment la Nouvelle-Calédonie pourrait s'inscrire dans cette stratégie globale, d'abord océanique et indo-pacifique, pour participer à son développement? Well, thank you very much. It's an excellent question, and I think the previous speakers have just highlighted why I think New Caledonia needs to think about its own strategy and its own Pacific strategy. So how do you fit in as part of the region? Because, for example, in the Pacific Island Forum, you are a full member, the same as Australia, New Zealand, or Fiji, anybody else. So you have the same ability to be involved, to be engaged in the political and economic affairs of the region as any other member does. So, what does that mean for New Caledonia, and how can you exercise your influence and bring your knowledge and skills to bear for the rest of the region? So that's at the political level. But then you could also move to science and technical cooperation. Here in Noumea, you have the Pacific headquarters of the Pacific's main scientific and technical organization, SPC. France was a founding member of that organization, along with Australia and New Zealand, 70 years ago. It's based here in Noumea.
How can you get better connection between your own science and research and things back in France, and link that into the work that the region is doing? Because again, here in New Caledonia, you are a regional leader in that field. So how can you build sort of stronger linkages? I think defence is a great example of how France and New Caledonia can play a real meaningful part of the region. France for a long time has been fully integrated in the region's defence. So as the General said, whether it's maritime surveillance or disaster relief or helping countries understand what's in their maritime zone, tackling transnational organised crime. These are things where France and New Caledonia has for a long time played a big part in the region. But there are so many other things that you could bring too. You asked about economy. How much of your trade is with the Pacific? How much more could be with the Pacific? How many things do you have here which Pacific countries could benefit from? You think of technical capability, solar PV, construction, road engineering. There's so many things where New Caledonia is very advanced, has great skills and knowledge, but we need to see more of it in the rest of the Pacific. From a New Zealand perspective, we would far rather see French or New Caledonian companies building things than countries from a country in a part of Asia, for example. So can you bring competition in that regard? And even thinking longer term, what about trade? Could New Caledonia be part of PACER Plus, the region's free trade agreement? Why not? You have, again, many competitive industries. So I think for New Caledonia, I'd encourage you to think about how can we take advantage of our physical position here in the region and our place in the region's architecture. It's sort of, it's political and scientific fisheries architecture. How can we take advantage of that to develop our own strategy, New Caledonia as a part of the Pacific? Merci beaucoup, et je remercie beaucoup nos amis de l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'avoir donné ce plaidoyer vibrant pour leur relation bilatérale avec la France à travers la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes en effet dans un schéma où la relation entre les territoires, l'État et les États environnants est centrale. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons tous ensemble et que les territoires, la Nouvelle-Calédonie aussi bien que la Polynésie et Wallis et Futuna sont des fers de lance qui sont aussi bien membres du Forum des îles du Pacifique que de la communauté du Pacifique, que du groupe Fer de Lance. Enfin, en tout cas, pour le groupe Fer de Lance, c'est une partie particulière, en tout cas, de la Calédonie qui en est membre. Et que ce sont des coopérations qui sont des coopérations très intéressantes. Moi, je reviens toujours à cette question du droit international public et du droit des organisations internationales, parce que d'une part, le fait que des territoires, pour les États-Unis, c'est la même chose. Les États-Unis sont membres de la communauté du Pacifique, de même que les Samoa américaines, si je me souviens bien, si c'est ça, et Guam. Sont voilà. Donc c'est très intéressant d'un point de vue du droit international public et du droit des organisations internationales de savoir comment des territoires américains ou français peuvent à la fois être des territoires américains ou français et aussi membres à part entière d'organisations régionales dont nous ne sommes pas membres. Et c'est un laboratoire aussi, ça c'est un mystère pour personne ici, mais pour l'État français, pour la relation avec ces territoires, parce que c'est une négociation et une discussion en réalité très enrichissante, parce que nos intérêts à chacun, c'est de converger, parce que dans ce monde, en effet, en difficulté, il n'est pas question de nous laisser diviser par un certain nombre d'acteurs. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de l'Azerbaïdjan, qui préside le groupe des non-alignés. Normalement, c'est une présidence annuelle, mais là, ça fait 6 ans que le président Aliyev garde cette présidence et qu'à coup de pétrodollars, il invite
ceux qui sont ravis de voyager en première quand personne d'autre ne leur paie le billet. Et donc, il a créé son propre comité de la décolonisation, par exemple. Donc, notre intérêt à tous, c'est de faire de sorte que ce ne soit pas le président Aliyev qui gère la relation entre un État et ses territoires, par exemple. Et c'est dans notre intérêt commun. Donc, il y a ce premier sujet du droit international public et qui est aussi un sujet du droit international public, par exemple, pour le droit de la mer, pour la mise en œuvre de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, très importante. Et puis, le président Macron a, par exemple, inventé ce schéma de coopération qui est extrêmement important ces jours-ci, avec le One Forest Summit qu'il a organisé au Gabon au printemps dernier, et dans lesquels il a essayé de créer il a invité les 3 bassins. Donc le bassin, l'Amazone, l'Afrique et Asie-Océanie. Et c'est à ce titre qu'il a lancé cette coopération avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui sera une coopération avec aussi la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, pour le renforcement de la protection de ces bassins forestiers qui sont essentiels pour l'humanité. Donc en effet, on a plusieurs types de coopération possibles en dehors de la coopération militaire. Merci beaucoup. Vous avez eu raison de parler de l'Azerbaïdjan, puisque récemment, le président s'en est pris violemment à la France à l'occasion de son discours d'ouverture d'une conférence qu'il organisait sur le néocolonialisme et à laquelle certains originaires de Nouvelle-Calédonie participaient. Je vais un peu bousculer l'ordre établi, parce que je pense que ce n'était pas prévu, mais le temps passe, vous avez sans doute faim, mais j'aimerais que ceux qui ont des questions à poser puissent les poser à nos invités avant qu'on referme cette séquence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je cours avec mon micro. Une question pas très sérieuse et une autre qui l'est plus. Est-ce que ici, en région, vous sentez, malgré la rivalité, une solidarité amicale, des vibrations communes à propos des Bleus, des Blacks et des Wallabies? Donc ça, c'est la première. Étant entendu que les Blacks sont évidemment le pays impérialiste de la planète rugby, mais on l'aime bien. La deuxième question, qui est plus sérieuse, c'est est-ce que l'affaire des sous-marins a non pas créé des traces sur ce plan-là, disons, mais a perturbé suffisamment? Est-ce que ça a eu des conséquences ou ça y est, we are back to normal? Je vais répondre sur le rugby. On en veut beaucoup à l'arbitre, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Clairement, on n'a jamais arrêté de travailler avec les Australiens, d'un point de vue militaire. Parce qu'il y a des impératifs régionaux qui font qu'on devait travailler ensemble. France a continué de vivre, et sur des activités et diplômes en local, mais aussi sur des interventions sur des catastrophes naturelles, sur des besoins particuliers. On vient encore de l'activer là sur le cyclone Vanuatu. Donc d'un point de vue opérationnel, il fallait avancer. Après, il y a un sujet industriel, un sujet plus large politique. Sur le sujet industriel, je crois que le deal a été propre, il n'est pas public, mais on n'a pas entendu Naval Group crier beaucoup, donc c'est que tout ça a dû atterrir. Sur le volet diplomatique et politique, je me retrancherai de manière un peu lâche derrière un droit de réserve. Well, I only really want to talk about the rugby. And just on that, I would say I was very sorry that Les Bleus were knocked out, but I was also happy because for New Zealand, the one country we're always very fearful of playing is France, because you're so unpredictable, and and when we think we have a plan to win, sometimes France has another plan. So at least with South Africa, we kind of know what we're dealing with, so we maybe have a better chance
But it's been a great tournament, and I know that everyone in New Zealand has really appreciated French hospitality. There's been a lot of coverage in New Zealand of how wonderfully the fans have been treated in France. So that's been really great to see. And on submarines, all I'll say on that is that from a New Zealand perspective, you know, we understand the strategic drivers which have led Australia to the conclusion that it needs to have a nuclear-powered submarine. You know, we are facing very real competition in our region. We're dealing with a country who has a much more aggressive foreign policy that has expansionist ambition, and Australia is responding to that, and we can understand why that is. Australia is New Zealand's only formal ally. And so we, you know, strongly support Australia's own defence and its need to bolster it. So, kind of, we get the sort of the strategic drivers, and pass to Australia to comment further. Thanks, Jonathan. Je vais parler en français, je pense. Déjà, pour répondre aux premières parties, la relation entre l'Australie et la France. Pour nous, en Australie, nos relations et nos alliances sont basées sur les intérêts et les valeurs. Et pour nous, avec la France, on partage les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. Donc, notre relation, notre alliance avec la France, c'est beaucoup plus d'un contrat de sous-marin. C'est au-delà de ça. Nous, on n'est pas un pays transactionnel. On part sur le principe, si on partage les mêmes valeurs et les mêmes intérêts qui sont d'habiter dans une région stable et prospère et sûre, qu'on va toujours pouvoir travailler étroitement ensemble, ce qui est bien le cas. Deuxièmement, je peux que souligner exactement ce qu'il a dit, Jonathan. Ce n'est pas l'Australie qui a militarisé la région. C'est la Chine. Dans les derniers 20 ans, on a vu une militarisation comme ce qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est normal qu'on se défendre contre ça et qu'on prend des mesures pour se défendre et aussi de créer des déterrences militaires dans ce qui voulait dire qu'aucun pays pense que ça vaut le coup d'aller lancer une guerre dans notre région. Les États-Unis sont notre plus proche allié. Et donc, comme il a dit Jonathan, voilà, c'était plutôt naturel qu'on a pris la décision qu'on a prise. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Je pense que pardon, excusez-moi. Je pense personne ne remet en question le fond de la décision. Je crois qu'un des grands éléments de discussion, notamment chez les analystes et la presse, ça a été la manière dont les choses ont été négociées. Mais ne revenons peut-être pas là-dessus. Et Catherine Colonna prépare son voyage en Australie avec une feuille de route très substantielle. Et voilà le pied sur lequel nous repartons. Y a-t-il des questions ? Je vous en prie. Merci, c'est pas une question, c'est une petite remarque sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'Océanie existe et l'Indo-Pacifique, il est à créer. De plus en plus, on en a parlé ce matin et on va en parler, dans les différentes solutions que nous allons trouver, il faut savoir s'inspirer de la nature. Parce que la nature, en 4 milliards d'années, elle a quand même trouvé des portes de sortie et des solutions tout à fait intéressantes en adaptation. Quand les premiers biologistes marins, et certains célèbres, Buffon, Linné, Darwin, etc., se sont penchés sur les faunes marines, eh bien, ils ont identifié une faune marine indo-pacifique. Ça veut dire que les espèces qui sont adaptées à ces deux océans sont pratiquement tout le temps les mêmes. Donc ce que la nature a trouvé comme solution d'adaptation, de lien, c'est à nous maintenant humains d'essayer de le faire dans les domaines qui sont bien sûr ceux de la défense, j'en suis complètement persuadé, mais ce qu'on a dit bien sûr, l'économie, la gestion environnementale intelligente,
la connaissance, la science. On n'en a pas trop parlé, mais il y a un potentiel scientifique énorme. Et le fait que nous avons des terrains de jeu qui sont exceptionnels. On a des milieux insulaires, que ce soit du côté de l'océan Indien ou de notre côté, qui sont tout à fait spécifiques, avec des grandes zones économiques, etc. Et des vraies questions vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de l'exploitation des ressources, etc. Donc c'est ça et la bonne mise en relation qui peut être la solution de création d'un Indo-Pacifique humain beaucoup plus prononcé qu'il ne l'est en ce moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Une question? Just as I completely agree with you. And as I said earlier, here in New Caledonia, you have some great science and knowledge about the ocean, about fisheries. But you also have back in France world-leading knowledge too. And also, as a member of the European Union, you can reach into the wider European Union. These are things, I think, which New Caledonia can bring to the region, because the challenges of managing your coral reefs are the same challenge that Fiji has or Palau has. So I think you're absolutely right, and these are things where New Caledonia can contribute and also receive back to the knowledge of the rest of the region. So thank you for raising that point. Bonjour, Kim Jando, journaliste. On parle de l'économie maritime cette semaine et on parle de l'Indo-Pacifique. On le sait, la Chine, via les nouvelles routes de la soie, utilise énormément le côté maritime. Il y a beaucoup de constructions de ports, notamment dans des pays en développement de la zone. Sommes-nous suffisamment prêts? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas à renforcer notre soft power par rapport à ce développement hyper rapide et hyper organisé de la Chine? Un soft power que je juge un peu collectif. Est-ce qu'on est prêt finalement face à cette avancée? On est prêt, on n'est jamais prêt, on n'est jamais assez prêt, et en même temps on passe son temps stratégique à se préparer à toutes les éventualités. Donc toutes les coopérations, je disais tout à l'heure en commençant que ces stratégies indo-pacifiques sont des processus en réalité assez bureaucratiques pour mettre ensemble, conceptualiser des politiques qui existent déjà et des politiques d'opportunité. Et donc, en réfléchissant à ces politiques d'opportunité déjà il y a plus de 20 ans, on a commencé à se préparer. Après, je pense que, ça c'est personnel, sur la Chine, il y a beaucoup de lectures différentes. On a la stratégie indo-pacifique européenne, par exemple, mais on a un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui ont passé, et vous parliez de la comment ça s'appelle, Silk Belt and Road Initiative, eh bien on a un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui ont ouvert leur part à des coopérations dans ce cadre-là. D'autres États membres ou un ou deux États membres de l'Union européenne qui sont très sensibles aux sirènes financières chinoises. Donc on est à la fois prêt et jamais prêt. On se prépare tout le temps, on planifie, planification militaire, stratégique, économique, et on répond en permanence avec, notamment pour la stratégie indo-pacifique européenne, le programme Global Gateway, qui pour le coup est vraiment une réponse à ce programme chinois, et qui est en train de monter en puissance avec énormément de projets très, très intéressants. Merci beaucoup. Oh, pardon. Oui, merci beaucoup. Je veux faire 2 points. Premièrement, sur la question de soft power, ce que ça veut dire pour moi, soft power, c'est le fait de rendre attirant sa propre culture. Et je dirais que la Chine ne fait pas beaucoup de bon PR en ce moment. Voilà, on entend des histoires des abus des droits humains des Ouïghours, c'est pas une démocratie. Voilà, au niveau de soft power, je dirais que la France et l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont bien en avant.
Deuxième point que je voulais faire, c'est quant à notre relation avec la Chine. Nos objectifs australiens sont notre premier objectif avec notre relation avec la Chine, c'est de stabiliser notre relation. Et je suis ravie à dire qu'on voit beaucoup d'améliorations ce dernier temps depuis l'élection de notre gouvernement actuel il y a 18 mois. Par exemple, avant, il y avait des tarifs et d'autres empêchements qui voulaient dire qu'environ 20 milliards de dollars de commerce australien étaient bloqués d'entrée en Chine. Et là, on a réussi à réduire ça à que 2 milliards. Et là, on a eu encore un breakthrough cette semaine avec le vin australien et on espère bientôt voir les tarifs de 220% chinoises sur notre vin australien enlevés. On a vu la semaine dernière la libération d'une ressortissante australienne, Cheng Li, qui a été emprisonnée en Chine pendant des années en confinement solitaire. Donc, on est ravis de la voir chez nous. Et au final, notre Premier ministre se déplace en Chine bientôt pour la première visite d'une Première ministre australienne depuis 2016. Donc, je suis vraiment ravie de vous dire que notre relation est bien en train de se stabiliser, ce qui est très important pour nous parce que, après tout, on a beaucoup des Australiens de l'origine chinoise. C'est notre premier partenaire commercial. C'est un acteur très important dans la région et c'est dans nos intérêts que ça se passe bien. Thank you for raising soft power because we don't always think about it deliberately. I will just give you two personal examples of illustrating why it's important. When I was back in Tonga a few weeks ago, I was walking in the village and I heard somebody speaking French. I thought, this is very strange. Why are they speaking French? And it turned out the father was teaching the son French because he had played rugby for Montpellier. And he was so taken by French culture and everything French that he wanted his son to speak French. But what that meant was that he had a warm feeling towards France. So it didn't really matter what China could do. He was always going to have that strong feeling. So it's an important illustration. The second example is a mixture of hard and soft power. The French Navy is regularly in Pacific ports. It's a really important part of France's contribution to the region. And 10 years ago, I was New Zealand High Commissioner in Tonga, and the French frigate came to visit, and it was very nice. And there was I think maybe your predecessor, the general, was on board, and it was all fine. And it was great. Everyone was enjoying the canapé and the wine. But then on the crew of this French frigate was someone from Uvea, from Wallis and Futuna. And the language there is very similar to Tongan. And suddenly I noticed that all the important Tongan people were down the end of the frigate talking to this man. He was just like a junior on the ship. But they could speak to him in their language, and he could translate into French. And so suddenly the general was having a translation with the Tongan through the junior officer. But again, it was an illustration for me of how soft power can mean so much more than many of these big things we talk about, China and strategic competition and blah 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 blah. But here, that soft power influence of New Caledonia, of France, was very clear to me. Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour parler de soft power. Ce n'est pas forcément ce que vous attendez de moi. Non, je pense que déjà, et ce n'est pas du soft power, un des points importants, on parlait d'économie, avant l'économie, c'est la sûreté, la sécurité de tous. Donc évidemment, ça passe quand même par là. Et on s'attache à ce que la liberté de circulation soit permanente lorsqu'on envoie des bâtiments autour de la Chine, etc. Voilà, ça c'est le point de base. Sur le soft power, j'aime beaucoup l'idée de faire envie.
Et pour ça, il faut proposer des alternatives, mais aussi montrer les effets néfastes de certaines des pratiques qui ont pu être réalisées en termes de surendettement sans aucun scrupule, en termes de captation des ressources. Donc, on a aussi à faire un effort de pédagogie, d'illustration avec des pays autres. Ce qui s'est passé en Afrique peut être révélateur à certains égards. Il faut expliquer ça. Et puis, il faut faire envie en ayant une offre de services, des propositions par les rugby, par les fromages, par les vins. C'est des choses sur lesquelles nous, on doit pouvoir capitaliser. Sur les aspects militaires, sécuritaires, on a aussi des compétences, des savoir-faire. Je vous parlais des sujets de sécurité civile qui sont partagés ici, mais des sujets de sécurité maritime, un savoir-faire sur la formation, y compris dans des sujets de maintien de l'ordre, où ça a pu être décrié, mais on a des savoir-faire qui sont très spécifiques, avec une force maîtrisée. Toutes ces choses-là, on est à la limite du soft power, mais on a quelque chose à proposer, une offre de service. Si nous, ne le faisons pas, évidemment, des pays qui n'ont pas envie de choisir un camp se tourneront vers un mieux offrant ou quelqu'un qui saura présenter les choses différemment de nous. Et on le fait bien en concertation avec les Néo-Zélandais, avec les Australiens, souvent avec les Américains aussi, mais pas seulement. On essaie de le faire ensemble avec les PIGS, parce que c'est important de le faire avec eux et pas pour eux. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons refermer ce moment d'échange. Merci à nos invités pour leur participation.